Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous au salon. Alors nous sommes en public pendant 1 heure comme tous les jours, c'est avec Campagne TV, c'est le salon de l'agriculture, évidemment avec 3 émissions en direct, je vous en reparlerai tout à l'heure. Et aujourd'hui vos terroirs ont du talent, va partir dans un des plus beaux coins de France qui s'appelle la Bretagne. Je vous présenterai nos invités tout à l'heure, pour l'instant laissez-moi vous présenter notre invitée de marque. Elle se prénomme Rose. Bonjour Rose. Bonjour Eric. Comment ça va? Bonjour à tous, ça va super. Rose Keren de ton vrai prénom, je crois que Rose en fait, ça vient d'un film sur une actrice, sur une chanteuse célèbre, c'est vrai? Tout à fait. Ouais. Janis Joplin, donc le film The Rose avec Bette Midler, qui retrace plus ou moins la vie de Janis Joplin, mais ce n'est pas très fidèle. En tournée en ce moment ou pas? En tournée tout à fait en ce moment, oui. Avec un dernier album qui est sorti et qui s'appelle Pink Pink Lady. Lady. Alors, quand on parle de Bretagne, on ne pense pas forcément d'ailleurs en termes de musique à Rose, puisque toi tu viens de Nice. Moi je suis niçoise. Oui. Et alors, question, puisqu'on est sur Campagne TV, t'es campagne ou t'es quand même citadine? Je suis TV, je suis plutôt TV, plus TV Ah que oui, t'es Campagne TV toi. Donc Non, Rose, c'est elle pas est vrai. Campagne TV. Plus on grandit, pour pas dire vieillir, plus on a besoin de verre. Et d'ailleurs je pense à faire ma cuisine comme ça. Parfait. Et d'ailleurs Écoute- je disais dans ma liste, repeindre ma chambre en verre. Ah bah oui, exactement. Eh oui. Alors vous l'avez découverte avec La Liste, premier album, puis Souvenirs sous ma frange, et puis Juin, qui racontait l'arrivée de ton petit garçon qui s'appelle Solal. Et puis récemment un album qui s'appelle Pink Lady, avec en ce moment sur les ondes radio un magnifique single en duo avec le formidable Jean-Louis Murat, qui lui est un vrai campagnard, qui s'appelle Peut-être deux. Pour être deux, Eric. Pour J'ai être pas deux. l'habitude Musique. que ma solitude soit prise au dépourvu et qu'elle ne puisse plus se regarder dans le miroir sans y apercevoir, sans y voir de l'espoir. Pour être deux, j'ai failli me tromper dans la chanson et je m'en excuse, le duo avec Jean-Louis Murat, qui lui pour le coup est un vrai campagnard. T'es allé dans son Auvergne pour enregistrer ou pas? Non, il est venu, lui. Il est venu dans ta ville. Voilà. Et là, je vais d'aller dans sa ville, à Clermont-Ferrand, donc le 19, et peut-être qu'il chantera avec moi. Ah, ça serait la bonne nouvelle. Ouais. Très très beau single. L'album s'appelle Pink Lady. Alors, particularité de Rose, vous allez le comprendre maintenant, c'est qu'elle a été institutrice. Est-ce que justement l'écologie, la campagne, quand on est institutrice à Paris, c'était ton cas, ça s'apprend aux enfants et comment ça s'apprend? Il faut dire que quand j'étais institutrice, et il y a plus de 10 ans, on n'était pas encore à ce point concerné. Enfin, moi, j'étais pas autant concernée que je le suis aujourd'hui. Peut-être c'était mon âge, ou peut-être c'était l'époque qui voulait ça. Aujourd'hui, je crois qu'on est au courant de tellement de choses qu'on est obligé de les mettre en pratique avec nos enfants. Et moi, je me suis mis tout récemment, en fait, quand même, à manger complètement bio à la maison. Mais c'est vrai que c'est plus pour un enfant qu'on va le faire. Et les enfants, de toutes les façons, sont intéressés naturellement à la nature, à la campagne, c'est-à-dire c'est quelque chose qui les intéresse tout de suite en fait, il n'y a pas besoin de les intéresser, c'est ça qui est formidable. Ouais. Rose, donc notre invitée, vous l'avez compris, hein, sur Campagne TV pendant 1 heure, nous parlons aujourd'hui de la Bretagne. Max, la fiche signalétique de cette belle région. Alors la Bretagne, c'est 3 millions d'habitants, c'est l'une des destinations préférées des Français pour les séjours à la mer, mais également pour les activités nautiques. Côté culturel, on connaît bien sûr le festival interceltique, mais aussi l'énorme festival qui aura lieu en juillet prochain, le festival des Vieilles Charrues. Côté culturel, la Bretagne, c'est de la pêche, c'est de la conchiliculture ou conchiliculture, il y avait un débat sur cette prononciation. Voilà, conchi, on demandera, on ne parce sait qu'on a un pas, on verra avec spécialiste ici, hein, c'est conchi, Philippe. ok, on me dit conchi, dont on va vous parler dans quelques instants, et aussi l'agroalimentaire. Oui, alors si on parle de l'agriculture justement, en ce qui concerne la Bretagne, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais en 3 mots, tu seras notre Wikipédia ce matin. Ok, je suis le Stéphane Bern de la journée, l'historique. Alors, au total, on comptabilise 70 000 agriculteurs dans la région. Les 3/4 ont des exploitations spécialisées dans l'élevage bovin ou porcin. Côté cuisine, la Bretagne, c'est les crêpes, le cidre, un tas de bonnes choses. C'est bon pour ton régime, Eric, n'est-ce pas? Et aussi le kouign-amann, on va en parler dans quelques instants. La recette, c'est secret, c'est du beurre, beaucoup de beurre, de la farine. Du sucre et beaucoup de tendresse, bien sûr. J'adore ça en plus, c'est pas très bon pour ma ligne, mais j'adore ça. Diane est à nos côtés aussi. Alors Diane, c'est notre spécialiste, j'allais dire Tintin reporter. Diane, tu vas nous amener évidemment en Bretagne, mais de quelle manière? Alors on va aller voir 3 stands différents. Maxime les a un petit peu évoqués. On va essayer de parler de produits qui sont parmi les plus emblématiques de Bretagne. Alors on va commencer par des légumes. Alors tu vas me dire les légumes c'est pas très sexy, mais là on va en parler d'une manière qui est expérimentale. On va les découvrir sous la forme d'un atelier sensoriel. Ça s'appelle le Légume Project.
Tu vas voir. Je redoute la fin de séquence. Non, tout à l'heure, non, parce c'est que- original. Pour Ouais. m'en remettre quand même, on va parler de cidre. Alors, pas forcément le cidre qu'on boit, oui, bien sûr, mais là, ça va être avec un producteur qui présente ses produits au concours général agricole depuis des années. Il a reçu plein de médailles. Donc, il va nous expliquer le processus, comment ça marche et puis surtout, c'est quoi l'intérêt de remporter une médaille. Et enfin, je vais terminer en beauté. Là, je sais que tout le monde va m'envier. Je vais aller manger des crêpes. Voilà, je ne sais pas si je vais revenir. Alors normalement, je suis censée revenir parce que j'ai une petite surprise pour toi à la fin. Ouais, c'est pour ça que j'attends le pire. Donc ça dépend si tu es sympa avec moi. Ouais, Voilà. très bien. Allez, file, parce que je sais que tu as un duplex dans pas très longtemps. Juste le temps pour moi de présenter les invités qui vont nous faire vivre leur région. Je rappelle qu'on est en direct sur Campagne TV. Vous pouvez nous regarder sur CanalSat. Le canal, c'est 76. Et à nos côtés, André Sergent. Vous êtes le président de la Chambre d'agriculture du Finistère. Bonjour André. Bonjour. D'abord, merci d'être avec nous. Est-ce qu'on n'a pas dit trop de bêtises depuis le début dans notre présentation ? Non, non, effectivement, la Bretagne, c'est une région qui est très riche dans sa diversité notamment. Et donc, bien sûr, très riche dans le domaine agricole et tout ce qui va avec, à savoir l'agroalimentaire. Philippe Le Gall est à nos côtés. Alors, président du comité, je finis par Bretagne, Bretagne Sud. Comment on dit ? Conchiliculture ? Conchiliculture ? Oui, bonjour à tous. Bonjour, pardon. Donc effectivement, les deux mots peuvent se prononcer. Ouais, on dit aussi bien conchiliculture que conchiliculture, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Est-ce que vous accepteriez d'expliquer à mon ami Rose ce que c'est exactement que votre boulot ? Alors la conchiliculture, ça regroupe la culture de tous les coquillages. Alors principalement les huîtres creuses, les huîtres plates, les moules, les palourdes, les coques. Voilà les 5 coquillages principaux cultivés en Bretagne. Faites attention parce que là, vous êtes à côté d'une fille de la Méditerranée. T'aimes bien d'ailleurs les fruits de mer, Rose ? Je ne suis pas une grande consommatrice de fruits de mer. Ouais, mais tu vas faire un effort. Ça va changer, ça va changer. J'espère. Ça va changer parce que Philippe va faire en sorte que tout change. Exactement. Anne-Sophie est à nos côtés. Anne-Sophie Jegat. Bonjour Anne-Sophie. Oui, bonjour. C'est quoi votre boulot, vous ? Moi, je suis productrice de lait dans le Morbihan. D'accord. Et je suis aussi responsable de la commission féminine des agricultrices du Morbihan. Et oui, parce que en préparant cette émission, je me disais que finalement, les femmes ne sont pas si représentées que ça. On parle beaucoup de parité, mais est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui font... Alors on y reviendra tout à l'heure plus en profondeur, mais est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui font votre boulot ? Il y a à peu près 30% de chefs d'exploitation qui sont des femmes et à peu près en salariés, il y a 36% c'est des femmes salariées. Mélanie est à nos côtés également. Alors Mélanie, elle a un boulot très particulier. D'ailleurs, je ne savais pas que votre boulot existait et je le trouve formidable. Vous faites quoi exactement comme boulot pour expliquer à nos invités ? Donc bonjour tout le monde. Alors moi je suis guide nature sur le Morbihan Sud. Donc guide nature et aussi guide patrimoine, mais plus quand même basé sur le milieu naturel. Et donc voilà, sur l'ensemble du Morbihan Sud, j'organise différentes sorties, donc que ce soit découverte de la pêche à pied, découverte aussi donc tout ce qui est sortie algues que je propose aussi sur l'estran, et puis autrement découverte des plantes sauvages comestibles ou qui ont des vertus, des petits ateliers cosmétiques, des balades en bateau sur le golfe du Morbihan, de nombreuses choses. Avec quand même une spécialité qui sont les algues. Oui, je m'intéresse beaucoup aux algues. Ça fait maintenant un peu plus de 5 ans que je m'intéresse aux algues. Donc voilà, moi je le propose essentiellement donc à ceux qui souhaitent découvrir ce milieu-là. C'est un petit peu comme un jardin de la mer sur l'estran. Et donc on va voir différentes sortes d'algues, les algues brunes, les algues vertes et les algues rouges. Je leur fais goûter ces différentes algues et je leur propose ensuite un tartare d'algues. C'est très court, mais ça a été très à la mode à un moment. On se disait que c'était peut-être l'aliment du futur. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai, parce que dans les algues, on peut retrouver aussi bien, on va retrouver donc des alginades, donc c'est-à-dire des gélatines en fait végétales qu'on va retrouver avec les algues. Également, les algues c'est aussi très riche en calcium, en protéines, en vitamines. Donc c'est très bon en fait pour l'ensemble de la santé, pour le corps. Donc c'est vraiment l'avenir. Je vais vous dire un truc, il y a une équipe de copains qui se trouve en régie, qui réalise cette émission, qui m'ont dit tu vas bien nous faire une petite dégustation d'algues, Eric. Oui. Merci beaucoup. Allez, direction maintenant notre premier duplex. Je vous ai dit que Diane était à nos côtés pour nous faire vivre justement cette région. Et Diane a rencontré Michèle François, elle est agricultrice. Elle crée des ateliers autour de l'agriculture. Et nous sommes en Bretagne et je suis avec Michèle. Bonjour Michèle, alors vous êtes la créatrice du concept Légumes Project. Alors qu'est-ce que c'est ce concept assez étonnant ? Alors c'est le mariage entre l'agriculture et le tourisme.
Legume Project, c'est un espace que nous avons muséographié avec mon époux. Mon époux est agriculteur, afin de pouvoir recevoir des groupes de tout horizon et de leur expliquer ce qu'est l'agriculture maraîchère sur notre territoire à Saint-Paul-de-Léon, et notamment en bio. Et de les responsabiliser également. Alors sur votre stand ici, il y a 3 ateliers notamment. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ces 3 ateliers? Bien sûr, nous sommes une ferme pédagogique, donc du réseau Bienvenue à la ferme. Et nous avons un atelier sensoriel, un atelier en expliquant la photosynthèse. Et puis la photosynthèse avec des petits plants de tomates, hein, c'est ça? Exactement. Sur le salon, c'est important de pouvoir expliquer comment se nourrit un plant, de quoi il a réellement besoin. Et ensuite, l'idée, c'est la manipulation et de remporter son plant chez soi. Et les enfants, je leur explique bien que dans 60 jours, ils auront la première fleur et que 28 jours après la première fleur, ils auront leur premier fruit. Donc, et alors là-bas, je vois de la terre. Donc qu'est-ce que c'est là, ce petit atelier un peu terreux? Oui, là, ce sont les stars. On peut s'approcher ou pas? On peut bouger un petit peu, juste voir? Ça, il y a des surprises dedans. Voilà, ce sont les stars du stand. En fait, ça, ce sont des vers de terre saint-paulitains. Mais il y en a partout en France. L'intérêt de montrer aux gens que c'est important qu'il y ait des vers de terre dans la terre. Pourquoi? Les vers de terre, en fait, ça signifie vraiment lorsqu'un sol est en bonne santé. Dans une prairie d'1 hectare, en règle générale, dans un bon sol, vous avez 3 tonnes de vers de terre et vont retourner 272 tonnes hectares de prairies. En fait, c'est ça qui rend la terre fertile. Exactement. Le ver de terre. Et ce sont les architectes du sol et il faut en prendre soin. Il ne faut pas les arroser de trop de produits chimiques. Alors moi, maintenant, j'ai envie d'essayer l'atelier sensoriel avec les odeurs. Avec alors là, plaisir. Vous allez me dire comment ça se passe. D'accord. Alors, comment je me mets? Alors, expliquez-moi. Alors, vous allez pouvoir appuyer sur une poire et sentir à 20 cm de cet orifice. Vous avez 2 fruits différents. D'accord, alors j'y vais, je pose le micro. Hein. Oh bah, c'est la fraise? Non? Allez-y encore. Non, ou l'ananas. Ah oui, moi je sens une odeur de fraise. C'est vrai? Oui, non, c'est quoi? C'est celui-ci. C'est super rigolo cet exercice à faire. Bah, je sens toujours la fraise, mais pas de la même manière en fait. Voilà. Ici, c'est réellement la fraise. Alors, ouais, et alors là, c'était quoi? Alors là, c'est de la pomme. Ah bah ça alors, bon bah, je croyais que j'avais un bon nez, donc en tout cas j'ai envie de manger les deux, hein, j'ai envie de manger les deux. Donc voilà, venez sur ce stand ou chez vous en Bretagne, il y a plein de choses intéressantes pour apprendre sur les légumes. Merci beaucoup. Merci. Michel. Moi, je conseille tout le monde d'aller en Bretagne. Le stand, c'est bien, mais la Bretagne, c'est encore mieux. Je rappelle que cette émission est suivie évidemment sur Campagne TV. Nous sommes en direct tous les jours à 14h40. Mais il y a aussi les réseaux sociaux avec Twitter, Facebook, Max, les hashtags, comme on dit. Tout à fait. Donc, il y a le hashtag sur Twitter, donc NTODT. Sur Twitter, la région du talent. Voilà, exactement, tout simplement. Ou Campagne TV OSIA pour réagir en direct, poser des questions et nous inviter sur le plateau. Nos terroirs ont du talent, oui, absolument. Est-ce qu'on a déjà des premières questions? Tout à fait, on a une question pour toi, Rose. Donc, on a Pichouette, alias Sam sur Twitter, qui voudrait connaître la liste des choses que tu as faites ou que tu allais faire au Salon de l'Agriculture. Bah déjà, faire cette émission, donc hein, nos terroirs ont du talent. Je vais revenir avec mon fils parce qu'apparemment il y a pas mal de choses à faire, des expériences sensorielles, je viens de voir ça. Ouais, t'as vu? Non, il y a pas mal de choses à faire avec les enfants. Après, bon, je vais pas passer ma vie non plus ici. Hein. Il faut qu'elle le sache, cette personne. Merci. Merci, madame. Nos terroirs ont du talent sur Campagne TV. Je voudrais parler avec vous, André Sergent. Vous êtes président de la Chambre d'agriculture du Finistère. Alors c'est malheureusement d'actualité, on a beaucoup vu aux informations, l'agriculture est en crise avec une baisse des prix, de nombreux agriculteurs qui n'arrivent plus à s'en sortir. J'ai même envie de dire, il y a des agriculteurs qui se lèvent pour aller perdre de l'argent. C'est aujourd'hui, alors c'est le cas un peu dans toute la France, mais notamment en Bretagne avec un secteur agricole détruit. 300 000 emplois en 40 ans dans la région. En 1970, il y avait 150 000 exploitations employant 370 000 personnes en Bretagne. En 2010, plus que 35 000 exploitations et seulement 70 000 emplois. C'est quoi? C'est
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la grande distribution? Parce qu'on a tendance à diaboliser la grande distribution. Est-ce que c'est ça, André? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, ce qu'il faut comprendre dans le métier d'éleveur, même avec leur robotisation, avec l'automatisation, c'est un métier qui est très astreignant. Et par rapport à ça, il faut comprendre que déjà nous, et nos jeunes encore plus, souhaitent aussi et aspirent de façon légitime à vivre un peu comme le reste de la société. Bien sûr. Et par rapport à ça, c'est tout à fait normal. Et c'est normal. Et par rapport à ça, en fait, beaucoup d'agriculteurs se sont aussi regroupés. Et de ce fait, il y a moins d'exploitation. Nous, en fait, notre objectif... Ah oui, d'accord. Voilà, d'accord. C'est important à comprendre. Oui, je comprends, oui. Alors après... Oui, les chiffres n'ont absolument rien à voir, finalement, quand je prends les années voilà, 70. c'est pour ça, prendre uniquement le nombre d'exploitations, c'est pas toujours très... voilà. Par contre, notre objectif, quand même, c'est que les agriculteurs que nous sommes puissent en vivre, quand même, décemment du travail que l'on fait tous les jours. Or, aujourd'hui, c'est plus le cas. Et pour autant, on doit travailler dur. Et c'est là qu'on voit bien, avec cette détresse là sur le terrain, que un certain nombre de nos collègues sont à bout, quoi. Mais ça vient d'où, André? Est-ce que ce sont les prix d'achat qui sont moins chers qu'avant? Effectivement, c'est le problème entre les prix et les charges. Et le problème qui se passe aussi, c'est qu'autour de nous, dans cette Europe, on n'a peut-être pas su, justement, regarder suffisamment ce qui se passait autour de nous. Et certains pays européens ont eu des développements plus tardifs que nous. Nous, la Bretagne, on a connu dans les années 80 un essor formidable, avec toute l'activité économique qui est allée avec. Et c'était très bien. Il faut savoir que d'autres pays, je pense à l'Espagne par exemple, sur la production porcine, ils sont venus quasiment 20 à 25 ans après, mais ils ont augmenté leur production par 10 par rapport à ce qu'on a fait. Un chiffre, on comptabilise en moyenne 70 000 agriculteurs dans la région, une majorité d'éleveurs de bovins et de porcins, 4 exploitations sur 10 spécialisées dans la production laitière. Et chaque année, en gros, 700 jeunes agriculteurs s'installent dans la région. C'est plus ou moins que les autres régions? Les installations, c'est chez nous qu'on le fait en plus. C'est par rapport au niveau national, c'est chez nous en Bretagne qu'on le fait en plus. Maintenant, dans les installations, il faut comprendre que dans notre agriculture, il n'y a pas de modèle. Notre agriculture, elle est très diverse. Il y a une grande diversité. Pourquoi vous dites ça? Parce que souvent, on veut nous coller à la peau, aux Bretons, des méchants productivistes qui produisons des volumes et des volumes. Voilà l'image qu'on veut en donner. Alors qu'en Bretagne, on sait faire du bio, on sait faire des labels et on fait aussi des volumes. On fait le tout. Par contre, sur l'échiquier européen, si on regarde nos structures d'exploitation, nous, en fait, nous avons des exploitations familiales avec des capitaux familiaux, alors que dans d'autres pays autour de nous, c'est plus le cas. Ah oui, et c'est ce modèle quand même d'exploitation familiale qu'on veut défendre. Je comprends. Alors on a planté le décor, mais ça ne veut pas dire que la Bretagne ne fait rien. Qu'est-ce que vous faites justement pour avancer, pour moderniser? Parce que je sais que la région travaille beaucoup. Alors effectivement, là je pense qu'on est à un tournant. Et il y a d'autres secteurs qu'on connaît bien, le secteur de la pêche notamment, qui ont connu aussi des crises très dures il y a quelques années. Et pour s'en sortir, eux, en fait, ils sont partis du consommateur. Ils ont regardé finalement le consommateur, qu'est-ce qu'il dit dans tout ça. Et à partir de là, on remonte la filière dans l'autre sens. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui la grande distribution, parce que c'est par eux que passe la grande majorité de notre alimentation. Ça y est, il y a une certaine prise de conscience. Mais c'est peut-être un peu tard, quoi. Vous avez lancé l'opération Agriculteurs de Bretagne. Alors j'ai plein de questions. Qu'est-ce que c'est? Comment on renforce la visibilité de ces agriculteurs? Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est Agriculteurs de Bretagne? En fait, c'est parti des problèmes qu'on a pu rencontrer, notamment en lien avec les problématiques environnementales. Et l'image qu'on collait aux producteurs bretons, c'était plutôt une image de pollueur. Et à partir de là, on s'est dit, on ne peut pas rester comme ça. Et donc, on a créé une association, en fait, qui regroupe tous les acteurs de la Bretagne et les acteurs du monde agricole et agroalimentaire. Et on s'est dit, il faut aussi qu'on communique sur ce qu'on fait, tout simplement. Parce que ce qu'on fait est bien. Et donc, il faut le dire et le montrer. Ouais, c'est souvent comme ça d'ailleurs. Il faut le dire quand on fait des choses bien, parce que ce n'est pas les autres qui vont le faire pour nous. Merci beaucoup de votre témoignage. Vous restez avec nous, évidemment, André Sergent. Je vous propose maintenant de partir retrouver Diane. Diane, c'est notre spécialiste des duplex, vous le savez. Alors des fois, c'est notre Tintin reporter, on ne sait pas où elle est. Là, en l'occurrence, elle est avec Jean-Michel Nicole, qui produit du cidre, dites donc. Attention, avec modération, Diane. Oui, Eric, il produit du cidre, mais surtout, Jean-Michel, bonjour Jean-Michel, vous participez comme chaque année au concours général agricole. Alors, ça fait combien d'années que vous participez à ce concours et puis surtout, avec quel succès, combien de médailles? Alors donc, ça fait au moins une bonne trentaine d'années. C'est mes parents qui ont commencé ce concours
Et donc parce qu'on fait du cidre nous depuis 3 générations, voilà. Et donc les 2 frères, on a continué depuis 1993 et on était à se demander depuis quand on n'avait pas une médaille. C'est vrai que sur tous nos produits bruts, doux, fruités au jus de pomme, on a au moins une médaille tous les ans. Donc c'est demain le concours et j'espère en avoir une nouvelle. Alors quel produit, montrez-nous les produits que vous présentez là, cette année? Alors donc nous présentons le jus de pomme, 100% pur jus de pomme à cidre. Et nous présentons aussi les cidres. Donc au niveau du cidre, nous avons du brut, du demi-sec et du doux. Donc chaque année, ce sont les mêmes produits. C'est toujours un jus de pomme, un cidre doux, un cidre brut, mais le goût peut changer d'année en année, c'est ça? Alors justement, on essaye que le goût ne change pas. C'est là que... Les jurés aiment la régularité en fait dans le goût? Oui, c'est très important. Les jurés, ils aiment bien un cidre qui est très fruité, c'est notre région de Bretagne, et surtout qui n'ait aucun défaut. Notre souci, c'est qu'il n'y ait pas un tout petit mauvais goût, parce que le jury, il est très très attentif, il cherche vraiment le mauvais goût, comme tous les cidres sont bons. Ils veulent vraiment déclasser en nombre et ne pas avoir de mauvais goût, c'est très important. Alors, pourquoi c'est important finalement d'avoir une médaille, de gagner à ce concours? Est-ce que c'est surtout important pour vous ou pour le consommateur? C'est important pour nous d'abord, parce que c'est une petite fierté quand même d'acquérir une médaille, de se comparer par rapport aux autres collègues. Je dis bien collègues, c'est pas des concurrents. Donc ça permet de se chambrer un petit peu dans les réunions par là quand on se rencontre. Et il faut quand même reconnaître que commercialement, une médaille, ça développe un petit peu les ventes. Et ça rassure aussi le client quand il rentre dans notre boutique à côté de Vannes, dans le Morbihan. Ça arrive souvent que des producteurs comme vous aient chaque année une médaille? Oui, d'ailleurs, c'est la bagarre entre nous. On est 5-6, entre guillemets, en Bretagne. 5-6 stars, quoi. Ouais, 5-6. Et donc, demain, on va tous se retrouver à attendre les résultats. Et voilà, on va savoir que l'un ou l'autre aura automatiquement une médaille aussi. Donc, alors, rapidement, comment ça se passe? Donc c'est le matin, vous participez au concours et vous avez le résultat le jour même? Comment ça se passe? Oui, donc c'est demain matin que les tables de jury s'installent. Ils vont déguster des cidres bretons, des cidres normands, des jus de pommes. Voilà. Il y a une table de brut, de doux, de fruité. Et les résultats, c'est en principe demain soir, vers les 19-20 heures. Vous me faites goûter le jus de pomme parce que là on parle de cidre, de jus de pomme. Voilà, moi j'aimerais bien goûter. Vous m'avez porté quelques bouteilles. Donc là vous avez le jus de pomme, mais de pomme à cidre. Voilà, c'est franc en goût, c'est très fruité. Allez, j'y vais. Eric, je ne vais pas t'en ramener, il est trop bon. Il est vraiment très bon ce jus de pomme. Merci. Je me demandais pourquoi elle s'est battue en fait pour avoir cette place-là, Diane. Bon, Diane, je te laisse déguster. Salut. Je t'embrasse, merci, à tout à l'heure. On retrouvera Diane évidemment sur un autre duplex. Rose, cidre, pas cidre? Tout à fait, cidre. Non, je sais que tu ne bois que de l'eau et du jus de fruits. Mais oui. Justement, non, mais je me posais la question, le cidre, le jus de pomme, apparemment, il y a des pommes à cidre. Ouais. Donc en fait, pas toutes les pommes ne peuvent faire du cidre, c'est ça? Probablement. Je te demande ça à toi, Eric. Mais je ne sais pas. je ne sais pas. Et alors à Max, je ne sais pas, est-ce qu'il le sait? Max, non. Les pommes acides ou pas? Ouais. Oh, j'en sais rien. Acide. Ouais. Pas acide. Acide ou acide? Acide, il a dit, on est d'accord. Tu sais quoi, Rose, ça fait plaisir de voir que tu suis vraiment. Moi, je suis, j'adore. Alors, vous savez que cette émission, vous pouvez vous aussi la suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, sur Campagne TV, on est en direct à 14h40 tous les jours. Max, il y a une question qui est tombée sur Twitter pendant que nous parlions avec André. Oui, c'est ça. Donc, pour André, une question sur Twitter. La région bretonne a une forte réputation. Comment faites-vous pour aider concrètement les jeunes à s'installer? Alors, en fait, par rapport à l'installation, effectivement, donc on est la région de la Bretagne, de France, où on installe le plus de jeunes. Par contre, la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, surtout dans les productions d'élevage, ce sont les capitaux qu'on demande aux jeunes à engager pour pouvoir s'installer. Et donc là, on est en train de travailler aussi justement pour trouver de nouvelles façons d'installer des jeunes. Parce que sur les techniques ou les manières qu'on avait dans le passé, je crois qu'on ne pourra plus faire comme ça. Donc c'est pour ça qu'on s'y attelle. Et ce qui est sûr, c'est que si on souhaite garder cette agriculture dynamique et active comme on a chez nous, là, il faut installer des jeunes. On n'a pas le choix. Merci beaucoup. Parlons maintenant avec vous, Philippe. Philippe Le Gall, vous êtes président du comité de... Alors, on va se mettre d'accord. On dit conchiliculture ou conchiliculture? Vous dites quoi?
Conchiliculture. Très bien, conchiliculture de Bretagne Sud. Vous êtes surtout un ostréiculteur à Surzur, dans le Morbihan. Vous produisez des huîtres, mais donc pas que. Qu'est-ce que vous produisez d'autre? En Bretagne Sud, donc, on produit à la fois des huîtres creuses, des huîtres plates, des moules, des palourdes et des coques. D'accord, mais la conchiliculture, ça veut dire beaucoup plus ou pas? Voilà, ça veut dire tous les coquillages, en fin de compte. C'est une part importante de l'agriculture bretonne, non? Oui, parce qu'effectivement, notre stand s'appelle bien Terre et Mer de Bretagne, donc la partie maritime est très importante. Il y a la pêche, bien sûr, mais il y a aussi la conchiliculture, qui représente 800 entreprises en Bretagne. Oui, d'ailleurs, c'est toute la particularité, on en parlait, de cette région, qui est à la fois la terre, la mer, c'est-à-dire les pêcheurs, la conchiliculture, et aussi l'agriculture. Combien de temps il faut pour élever une huître? C'est une question un peu naïve, mais que je me suis toujours posée. Il faut 3 à 4 ans d'élevage. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les huîtres bretonnes pour prouver qu'elles sont bien meilleures que celles du monde entier? Écoutez, on a déjà la chance d'être dans un site exceptionnel. On a une mer iodée et dynamique avec des oligo-éléments. On parlait d'algues tout à l'heure. C'est vrai que quand on fait le métier de conchiliculteur, on peut très bien faire le métier d'aquaculteur et faire aussi des algues. C'est une piste de diversification qu'on est en train de mettre en place à l'heure actuelle. Pour essayer d'expliquer à nos téléspectateurs, est-ce que vous utilisez différentes techniques de fabrication, de culture pour les coquillages? Alors pour la culture des coquillages, c'est des techniques d'élevage en mer. C'est-à-dire qu'on a on a des techniques soit en eau profonde, où l'huître est carrément immergée sous 5 à 6 mètres d'eau pendant 3 ans, soit on a une culture sur estran, c'est-à-dire qu'on utilise des tables et des poches qui découvrent à grande marée. Est-ce qu'il existe, comme pour les vins par exemple, des grandes années, des millésimes? Alors, des millésimes peut-être pas, mais au moins des terroirs. Nous avons vraiment des terroirs qui se dégagent, parce que entre le golfe du Morbihan par exemple et la Bretagne Nord, on va avoir une salinité de l'eau différente, on va avoir des roches différentes, donc on aura une couleur de l'huître qui sera différente. Et un goût qui sera différent. Quel conseil vous pouvez me donner à moi qui n'y connais rien et qui aime bien les huîtres quand je suis chez un maraîcher? Alors bien sûr, je prends des huîtres de Bretagne, on est d'accord. Un marieur, pardon. Et quand je suis face à des huîtres, comment je les choisis? Écoutez, déjà, il faut voir leur aspect. Si elles sont bien vivantes, si elles sont bien fermées. Et souvent, l'écailler ou le revendeur se propose souvent de les ouvrir pour voir comment elles se trouvent. Si elles sont pleines d'eau. Il y a une astuce? Moi, je considère qu'il faut qu'elle soit pleine d'eau, il faut qu'elle soit appétissante, il faut qu'elle soit brillante. Il y a tout cet aspect important. On n'est pas obligé d'aller en Bretagne pour en manger de vos huîtres quand même. Non, on en trouve partout en France aujourd'hui, surtout à Paris. Surtout, exactement. Vous développez, ce sera ma dernière question, une AOC pour les moules et vous faites aussi du bio. Ça change quoi? Alors là aussi, sur les moules, on essaye d'identifier nos produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est une culture agricole où on n'a pas fait encore de produits de signe officiel de qualité. Donc on va vers cette démarche parce qu'on veut être aussi reconnu et différencié par rapport aux autres régions. Merci beaucoup. Alors on va maintenant partir à la découverte d'un métier oublié, les géomoniers. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des pêcheurs d'un type un peu particulier puisqu'ils récoltent des algues marines. Située dans le pays des Abers, Plouguerneau est une ville caractérisée par la grande diversité de ses paysages, par ses 45 km de côte, ses couleurs flamboyantes et son harmonie entre la terre et la mer. Elle est aussi la capitale des goémoniers, pêcheurs spécialisés dans la récolte des algues marines, plus précisément du goémon. Directrice de l'écomusée de Plouguerneau, qui a pour vocation de promouvoir le patrimoine naturel et historique lié aux goémoniers, Stéphanie Lallet est une grande amoureuse de son pays d'adoption. En Bretagne, juste après la guerre, en 1945, on comptait 3000 goémoniers, dont 500 originaires de Plouguerneau. Aujourd'hui, ils sont à peine une cinquantaine. C'est sur la presqu'île de Penenez, non loin du port de Corrijou, que Stéphanie rejoint Yves Bramoulet en pleine cueillette. Stéphanie, bonjour. Comment vas-tu, Yves? Fort bien. Né à Plouguerneau, Yves Bramoulet est fils et petit-fils de goémoniers. Cet endroit précis, eh bien, on coupait ce goémon là que j'ai à la main avec une petite faucille. Et à la fin du mois de mai, parce que ce goémon était récolté en général à mai, c'était là qu'il s'était développé le mieux. Et donc on le vendait effectivement aux grands cultivateurs, aux grands paysans du côté de la région de Saint-Paul-de-Léon. Une fois ramassé en mer, séché et brûlé, le goémon est transformé en une sorte de pâte, la soude de varech. Transportée à l'usine, cette soude fournit l'iode nécessaire à la fabrication de produits tels que les cosmétiques ou bien encore de l'engrais.
Donc c'était une manne importante pour les gens du coin, si je puis dire, les goémoniers, parce que c'était de l'argent frais qui rentrait à la fin du mois de mai chaque année. Et attention, on ne coupe pas n'importe quelle algue. Le goémon noir est ramassé à pied lors des marées basses, tandis que le laminaire est récolté en pleine mer à l'aide d'un bateau, appelé lui aussi un goémonier. Une fois cette partie terminée, on étalait les algues sur les dunes dans le but de les faire sécher. On l'étalait effectivement bien sûr lorsqu'il y avait le soleil allait se montrer. Mais on le ramassait tous les soirs parce que ce goémon, ces algues, effectivement, sont assez fragiles. Elles n'aiment pas la pluie, ni même les rosées. Sinon, elles s'approvisionnent en iode. Et ce sont des familles entières qui, à l'époque, venaient sur l'archipel tenter de survivre grâce à cette activité, et ce, dans des conditions parfois extrêmes. Algues brunes rouges, dessous la vague bouge, les goémons. Mes amours leur ressemblent. Le travail était dur, les revenus parfois très faibles et les risques de noyade en mer importants. Toute la famille participait, femmes, enfants. Ils s'aidaient également de civières ou de brancards, par conséquent, pour mettre le goémon en tas. Tous les gens se connaissaient, les gens étaient des familiers, donc bien entendu la dune était également, les sécheries étaient également un endroit de communion entre les uns et les autres, de discussion, parfois même de fâcherie peut-être, c'est pas impossible. Encore visibles dans de nombreux endroits, les fours à goémon, fossés creusés dans le sol, servaient à brûler le goémon sec. Alors ce four, c'est une tranchée, une simple tranchée creusée dans la dune. Donc dans ces fours, effectivement, vous le voyez qu'il est bordé de pierres. Donc une fois que le goémon était brûlé dans ces fours, eh bien il s'était transformé, la fusion avait fait une sorte de grosse pâte qu'on laissait refroidir jusqu'au lendemain matin. Et le lendemain matin, c'était la livraison à l'usine. La fermeture du dernier four à goémon a eu lieu dans les années 50. Aujourd'hui, le ramassage du goémon mécanique est automatisé et réglementé et ne fait plus vivre que quelques hommes. Voilà, et j'ai encore dit une bêtise. Mélanie, on ne dit pas goémonier, hein? Non, on dit goémonier. Goémon. Oui, goémon. Voilà. En fait, le goémon, ce sont l'ensemble des algues brunes, qu'on appelle aussi le varech. Car il y a 3 sortes d'algues. Alors, je parle vraiment de macro-algues. Je ne parle pas des cyanobactéries, des micro-algues. Donc ça, c'est vraiment... Non, parlez-moi gentiment. Voilà, donc je vais juste rester dans les macro-algues. Donc on va avoir 3 sortes. On va avoir les algues vertes, les algues brunes et les algues rouges. C'est quoi la différence fondamentale d'ailleurs? Certaines sont comestibles, d'autres non. Alors, au niveau des macro-algues, elles sont toutes comestibles. D'accord. Voilà, elles sont pas toxiques. Par contre, il faut faire attention. Voilà. C'est vrai qu'il y a quelques... Vous me faites flipper là. Elles sont pas toxiques, mais il faut faire attention. Bon. Vous avez dû... Voilà, on a souvent entendu parler des marées vertes. Voilà. Oui. Donc forcément, dans ces marées vertes, on va retrouver de la laitue de mer, on va retrouver de l'entéromorphe, etc. Donc plein de sortes d'algues. Et le souci, c'est que quand ces algues fermentent entre elles, c'est ça qui va sortir le H2S, qui est l'hydrogène sulfuré, et qui est un gaz très toxique pour l'homme. Donc là, forcément, elles sont très dangereuses pour l'homme. Mais à partir du moment où elles sont dans un endroit qui est bien brassé par les courants, dans des belles mares d'eau bien cramponnées sur un rocher, parce que l'algue, elle est épiphyte, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'un support pour s'accrocher, et ben là, elles sont excellentes pour la santé. Et la laitue de mer, qui est une algue verte, par exemple, elle est 7 fois plus importante en calcium que du lait. Ah oui. Je suis désolé pour les agriculteurs, mais... Non, mais on disait sur l'aliment du futur. Rose, t'es du genre à manger des algues, bio à manger des algues, t'as déjà goûté ou pas? Oui, les salades d'algues, j'adore. Après, maintenant que vous m'avez dit cette histoire de toxicité... ça m'inquiète un petit peu. Si c'est en salade, normalement, c'est pas toxique. Je demande encore, parce que j'apprends beaucoup de choses depuis que je suis arrivée. Je pense que ma culture a fait un bond. Donc, comment appelle-t-on les éléments qui ont besoin d'un support pour grandir? Épiphyte. C'est en fait, ça peut être une plante. C'est un végétal qui a besoin d'un support pour se développer. Épiphyte. Génial. Alors celui-là, je ne l'ai jamais entendu. Note. Et moi-même, je pense être épiphyte, puisque j'ai besoin de support pour grandir. C'est vrai, c'est vrai. Mélanie, je suis une algue. Mélanie, vous êtes, donc, vous nous le disiez tout à l'heure, guide nature dans le Morbihan. Vous proposez aux touristes des ateliers où on apprend à faire soi-même ses produits cosmétiques. Voilà, Elle est venue comment, cette idée? Parce que je trouve que c'est une idée chouette.
Moi, j'aime bien, je suis une passionnée de plantes, j'aime bien découvrir plein de choses. Et puis, à la longue de m'intéresser aux algues, j'ai lu différentes recettes à base d'algues et j'ai trouvé l'idée assez intéressante de proposer ça au public pour transformer un petit peu soit les algues ou les plantes. Alors, ça reste vraiment très simple parce que le but de ces ateliers, c'est que montrer que grâce avec des produits naturels basiques, que ce soit du beurre du karité, de la cire d'abeille et quelques algues, on peut faire des petits cosmétiques assez sympas. Alors justement, qu'est-ce que vous faites comme produit? Parce que alors j'ai vu, attendez, baume à lèvres, crème. Oui. Alors je fais donc. Et ça sent pas la marée? Non, pas du tout. Oh chérie, tu sens la marée aujourd'hui. Alors je propose une petite crème de visage à base d'argile verte que je vais mélanger avec une infusion de fucus vésiculeux qui est ici, avec une plante marine qu'on appelle de la criste marine. Je fais d'abord une infusion de criste marine et de fucus. Donc je le fais vraiment à tiède pour éviter de perdre toutes les propriétés de l'algue et je mélange ça avec de l'argile verte. On se met ça sur le visage et puis ça permet de réhydrater un petit peu la peau. C'est l'élixir de la jeunesse, quoi. Et vous faites aussi des savons? Alors je fais des savons à base d'algues également. Alors après c'est vraiment basique, je fais fondre des paillettes de savon que je fais ensuite mélanger avec également des infusions. D'accord. Vous avez des algues à manger là? Oui, voilà, je vous ai... Rose. Viens, on va goûter des algues. Mais bien sûr qu'on goûte les algues. Ah, viens. Je devais juste aller faire... Jusqu'alors, Rose et moi, nous étions des amis. Je pense que c'est fini. Viens, on va goûter des algues. Allez. Tu vas voir. Après, je te ferai goûter d'autres choses plus sucrées. Qu'est-ce qu'on peut manger dans les algues, là? Alors là, vous avez donc un tartare d'algues à base... Alors ici, en fait, donc vous avez des algues rouges, donc de la dulce. On a du wakame, on a de l'antéromorphe et on a de la laitue de mer. Donc algues vertes, algues brunes et algues rouges. C'est mariné dans de l'huile d'olive avec un petit peu de vinaigre, cornichons et de l'ail. Ça sent la mer quand même. Ce que je vous propose, c'est de goûter sur une plante. Alors ça s'appelle de l'ombilic, qu'on appelle aussi le nombril de Vénus. C'est une plante qu'on retrouve sur les murs. On voit très bien le nombril. Voilà. Regarde. On voit très bien. En fait, le on a nombril. ça fait parce qu'on dit que c'est c'est un beau nombril comme la Vénus, quoi. D'où le nom nombril de Vénus. Qui est une copine à nous. Ah là là, et ça fait... Ah oui, alors c'est fourré. Alors je peux peut-être pas... Tu veux goûter? Tu veux que je goûte? Il n'y a que de l'algue? Ou il y a un peu d'ail aussi. Alors il y a un petit peu d'ail, il y a un petit peu d'huile d'olive, cornichons et un petit peu de vinaigre. Voilà, je ne te trahirai pas si tu veux que je goûte. Je mange la plante avec? Ah oui, tout. Mange tout. Bien sûr. Mange tout. J'y vais. C'est parti. C'est parti, j'y vais. Tu regrettes pas d'être venu? Arrête, ça a l'air bon. C'est bon? C'est très très bon. Voilà, on a l'ombilic qui va donner un côté croquant et après le petit tartare d'ail. Un petit dessert peut-être maintenant? Oui, justement, on y va le dessert. Merci beaucoup. Je vous propose justement de parler de dessert avec Diane qui va nous montrer comment on fait des crêpes. Bonjour Antoine, je suis avec vous, Antoine de Roder. Vous êtes adhérent au label Crêperie Gourmande. Alors là j'ai de la chance, c'est un peu l'atelier gourmandise, je me régale, ça sent bon. Donc expliquez-moi déjà ce que vous faites au Salon de l'Agriculture en ce moment. Mais en fait on est là avec mon collègue pour représenter le label Crêperie Gourmande, qui est un label, une charte de qualité en fait auquel les crêperies adhèrent. Alors, qu'est-ce qui garantit ce label Crêperie Gourmande? En fait, les nouveaux adhérents doivent subir un test anonyme d'un inspecteur qui passe déjeuner à la crêperie et qui juge si, oui ou non, la crêperie est apte à adhérer au label. Alors, c'est juste une question de goût? Il faut que la crêpe soit bonne ou il y a quand même d'autres critères? Non, en fait, c'est basé, bien sûr, sur la cuisine, sur le cadre, sur l'ambiance, sur l'utilisation beaucoup de produits locaux aussi. C'est-à-dire le lait, les œufs, la farine, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Non, la farine, la farine... La farine est bretonne également. Ah tout à fait, oui. On trouve pas mal de producteurs de farine actuellement en Bretagne. La charcuterie, le fromage, tout ça c'est breton? Ça oui, ça vient de la presqu'île de Ruisse. C'est quoi ce fromage-là? C'est de la tome de Ruisse. Tome de Ruisse, qui est le producteur est ici en face, oui. Ah oui, c'est facile de se fournir là, il y a 2 mètres à faire là pour aller chercher le fromage. Donc, ouais. Mais sinon, on essaye au maximum d'utiliser. Moi, à Redon, j'ai un producteur de fromage aussi à côté qui me sert, quoi. Et qu'est-ce qui vous apporte ce label? C'est quoi l'intérêt pour les adhérents d'avoir ce label Crêperie Gourmande? C'est une reconnaissance en fait. Ça permet de se démarquer un peu par rapport à d'autres collègues. Voilà, et
c'est un gage de qualité pour les clients. Oui, et du coup, les gens voient le label, ils sont un peu plus en confiance. Ils vont rentrer dans votre crêperie en se disant je vais passer un bon moment, je vais bien manger. Tout à fait, tout à fait. Vous savez combien vous êtes d'adhérents? On est 85 adhérents et je pense qu'on devrait se maintenir à peu près autour de ce chiffre-là pour les années à venir, quoi. Et alors, il y a un contrôle une première fois pour voir, vous pouvez adhérer au label, mais est-ce qu'après, il y a régulièrement des contrôles anonymes quand même pour vérifier que... Tout à fait. Oui, tous les 3 ans. Donc tous les 3 ans, vous avez un inspecteur qui vient un peu anonymement et il peut vous surprendre et vous dire « Ah ben, vous respectez pas les critères, vous n'êtes plus adhérent au label ». Tout à fait, ouais, ça peut arriver. Il y a un inspecteur qui passe tous les 3 ans, qui vient déjeuner et qui donne son jugement, quoi. Il peut éventuellement avoir accès aux cuisines s'il veut vérifier l'hygiène des cuisines, la réalité de l'utilisation de produits locaux. Bon, alors moi j'ai envie de vous dire, fini de parler, parce que j'ai quand même envie de goûter, hein, parce que sur le salon de l'agriculture, vous venez ici, vous venez déguster gratuitement les crêpes du label Crêperie Gourmande. Donc là c'est les crêpes salées. Alors vous avez ici à l'anguille de Bretagne. Allez, je me sers, hein, j'y vais. N'hésitez pas. C'est super bon, je suis désolée pour vous, hein, vous ne pouvez pas goûter. Moi je me régale. Alors là c'est du salé, mais il y a aussi du sucré. Hein. Mais là on est tombé à court de sucré parce qu'on a été... Ils ont cartonné, elles sont tellement bonnes qu'ils cartonnent. Donc, et moi je vous laisse, hein, je vais finir les crêpes. Hein. Allez, à plus tard. Hein. Merci Antoine. Non mais c'est un scandale. Je peux pas le croire. Elle mange des crêpes à la télévision, elle nous montre ça, elle va même pas en ramener. Attention Diane, attention, tu vas avoir de gros problèmes. Max, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Eh ben ça réagit pas mal. On a une question pour notre ami conchiliculteur, donc je le prononce bien cette fois, donc le hashtag NTODT. Il y a Denis qui pose la question suivante. Je suis parti avec ma femme l'été dernier en Bretagne. J'ai mangé des moules au célèbre pâté. Si vous aviez une recette secrète et une boisson pour l'accompagner, petite recette là comme ça. Les moules? Ouais. Oh, moi je les mange tout simplement à la marinière. Je trouve que c'est comme ça qu'on a C'est avec du vin blanc ça, hein? Oui, avec du vin blanc et des oignons tout simplement. Bon. Et on ressort bien le goût de la moule. Ouais. Et donc avec un petit verre de vin blanc en plus, c'est fantastique. Petit vin blanc vous dites, hein? Oui. Petit vin blanc Val-de-Loire? Val-de-Loire ou ailleurs. Hein. Oh non, c'est pas très loin. Moi, je suis pas. Ouais, vous n'êtes pas raciste. Pas du tout. Hein. Je m'adapte à tout. Hein. Merci beaucoup, Max. Je rappelle que vous pouvez continuer de poser vos questions évidemment sur les réseaux sociaux avec les différents hashtags et puis sur la page Facebook de l'émission. Anne-Sophie Jegat, on a l'habitude de penser que l'agriculture, c'est un métier d'homme. Bah, pas du tout. Enfin, en tout cas, pas tant que ça. Il y a de plus en plus de femmes à la tête d'exploitation agricole. 27% des femmes françaises sont entre les mains de femmes. En même temps, 27%, c'est pas assez. Non, mais chef d'exploitation. Donc pendant des années, jusqu'à dans les années 50, elles étaient là, mais elles avaient. Ah oui, c'est la femme du patron. Elles n'avaient aucun statut. Elles étaient la femme de l'agriculteur. Voilà. Il y a cette fameuse loi d'orientation agricole de 1999. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Elle leur a donné un statut de conjoint collaboratrice. Donc elles ont pu cotiser et ça leur a donné des droits pour la retraite aussi, ce qu'elles n'avaient pas du tout avant. C'est ce que j'allais dire parce qu'il n'y avait ni salaire, ni protection sociale, ni retraite. Rien du tout. Elles faisaient le travail, mais elles étaient invisibles. Elles étaient invisibles. Donc peut-être que 27%, c'est pas beaucoup, mais au moins ça leur permet d'avoir un statut. Oui, non, je vous en prie. Oui, non, d'avoir un statut. Et on n'est peut-être que 30%, mais on est 30% aussi, on est formés. Souvent, ces femmes-là ont eu une carrière aussi avant. Alors, il y a quand même un paradoxe, justement, et un paradoxe extrêmement intéressant pour vous, les femmes, c'est que souvent, vous avez fait plus d'études que les garçons pour devenir agriculteur. C'est vrai, on a souvent un bac plus 2, un bac plus 3, et c'est un atout en plus, je pense, quand on arrive sur l'exploitation. De toute façon, on n'a pas trop le choix, parce que pour pouvoir s'installer maintenant, on nous demande tellement de compétences que ces acquis en plus nous servent directement quand on arrive sur l'exploitation. Pour essayer de comprendre un peu et expliquer à nos téléspectateurs de Campagne TV, c'est quoi le profil type d'une femme agriculteur? C'est la femme d'un agriculteur, c'est la fille d'un agriculteur ou c'est quelqu'un, vous par exemple, votre profil? Oui, moi je suis pas du tout du milieu agricole. Ouais. Mon mari s'est installé dans les années 94, et moi je suis arrivée sur l'exploitation en 2008. Mais je n'avais pas les diplômes, je n'avais rien du tout. Et dans le Morbihan, s'est mis en place une formation adaptée aux femmes.
Donc au lieu d'être sur 9 mois, je me suis installée sur 2 ans. Ça a concilié ma vie de famille, ma vie professionnelle. J'ai pu, sur 2 ans, on a le temps de faire suivre son projet. Et je me suis installée en 2008, comme ça, ça m'a ouvert des droits sur le quota, sur le lait, sur tout ça. Mais 2 années, ça a été très bien parce que c'est moins rapide que 9 mois, tous les jours à l'école. Quand tu as une vie de famille. Bien sûr, bien sûr. Je voudrais qu'on essaye de casser la figure à quelques idées un peu rétrogrades. C'est difficile physiquement le métier ? Non, ça s'est amélioré. Enfin, dans les années 50, les sacs qu'on portait, c'était des sacs de 50 kilos, souvent, c'était ça. Dans la salle de traite, moi, il y a 20 cm entre mon mari et moi, on a adapté la taille, voilà. La taille a été adaptée. Il est tout petit, votre mari ? Non, il est très grand. Il est très grand, justement, c'est le contraire. Donc, on a pu adapter la taille dans la salle de traite aussi. Les tracteurs, ça n'a rien à voir, n'importe qui. Enfin, beaucoup de mes agricultrices qui sont présentes devant, là, ont conduit tout le tracteur. Enfin, les conditions n'ont rien à voir et tout ce qu'on a apporté nous sert aussi à nos maris aussi. En fait, ce que je comprends dans ce métier, c'est qu'il faut obligatoirement avoir la passion, parce que c'est pas toujours facile, il ne faut pas compter ses heures, on gagne peut-être pas toujours aussi bien sa vie qu'on pourrait en travaillant autant. Vous conseilleriez à une femme qui est en train de nous regarder de devenir agricultrice ? Comment ? Vous conseilleriez le métier à quelqu'un, une femme qui est en train de nous regarder sur Campagne TV ? Ah oui, si elle a l'envie, si elle a l'ambition, oui. Mais c'est sûr que faut pas imaginer que c'est que quelques heures par jour. Oui, je le conseille. Si elle a vraiment la formation pour, si elle a... Parce que nous, c'est l'envie qui nous fait vivre, en fait. Parce que depuis quelques mois, c'est pas le salaire. Donc, c'est vraiment l'envie. Mais c'est possible, peu importe le type de culture. Il y a beaucoup de femmes qui s'installent dans des petites cultures comme le maraîchage, les cultures comme ça. Mais en lait, en porc, en volaille, en lapin. Moi, j'ai une agricultrice qui va s'installer en lapin bientôt. Il n'y a pas de souci. Enfin voilà, au niveau professionnel, même dans les écoles, on est facilement accueillis. Il y a même plus de filles que de garçons maintenant actuellement à l'école. Donc, et je vous promets, je drague pas. J'ai pas du tout envie de me faire casser la gueule par quelqu'un de très très grand, mais on peut rester une femme féminine, jolie et être agricultrice. C'est un peu la bonne nouvelle. Merci. On va maintenant se régaler de nouveau. Et je vous propose, oui, vous pouvez l'applaudir, notre agricultrice. Je vous propose maintenant une spécialité gourmande bretonne. On en parlait tout à l'heure avec Max en ce début d'émission. C'est le kouign-amann. Alors, du beurre, du sucre, du beurre et un peu de sucre. Magnéto. Mais l'incontournable de la Bretagne, et ce tout pays confondu, c'est le fameux kouign-amann. Et l'un des meilleurs, c'est indubitablement celui d'Alain, boulanger de père en fils depuis 4 générations à Locronan. Hervé, en bon breton, ne résiste jamais à l'envie de déguster un kouign tout frais. Ah, bonjour Alain. Salut Hervé. Ça va bien ? Ouais. Alors là, j'étais venu voir un petit peu comment tu faisais ton kouign-amann, le fameux kouign-amann. Donc c'est comme une pâte à pain, avec simplement de la levure en moins. Ouais, pour pas qu'elle gonfle, quoi. Que ça gonfle, mais pas trop. Pas trop. Ouais. On va faire un rectangle de pâte. Ouais. On va pouvoir mettre le beurre. Le beurre, ouais, ça c'est important, le beurre. Donc demi-sel, bien sûr. Mais c'est vrai que kouign-amann, en fait, c'est gâteau au beurre, c'est ça ? C'est ça, ça veut dire tourte au beurre. Mais la recette du kouign-amann est finalement assez simple. Il y a du beurre, du sucre et de la farine. Et il n'y a pas vraiment de secret pour le faire, à part des bons produits. Donc voilà, on va mettre le beurre sur le morceau de pâte. Une recette simple donc, du beurre et du beurre. Allez Alain, dites-nous tout. D'où vient cette recette ? À l'origine, normalement, c'est un boulanger qui s'appelait Yves-Marie Scordia, qui devait faire un gâteau un jour. C'était en 1870 à peu près. Et donc les seuls ingrédients qu'il avait sous la main, c'était du beurre, du sucre et puis un reste de pâte à pain. D'accord. Donc il a mélangé les trois choses là et ça a donné le premier kouign-amann, quoi. Un peu sur une erreur ou sur une petite invention, quoi. Voilà, parce qu'il n'y avait plus assez d'ingrédients, quoi. Voilà. Donc là, je vais le replier. D'accord. Donc c'est une espèce de pâte feuilletée que tu vas faire alors. C'est ça. Après, c'est exactement le principe de la pâte feuilletée. Ok. Enfin, la touche finale, on roule le tout jusqu'à obtenir une fine couche de pâte, de beurre et de sucre. Les feuilles, de beurre. Une couche de beurre et de pâte. Ouais. On a un carré. D'accord. Et on va replier les 4 coins. Pour donner la forme du gâteau. Pour donner la forme du gâteau. Ok. Refermer juste les coins pour. Le but du coup, justement, c'est que le beurre et le sucre ne sortent pas à la cuisson. Ah oui, que ça reste bien à l'intérieur. Allez, on laisse reposer le tout 30 minutes. Voilà, je crois là c'est bon, les 30 minutes sont écoulées, on va pouvoir y aller. Alors on y va. On y va ? On est parti ?
Ah. Tac. Hop, merci. Allez, on va les mettre. Et donc là, combien de temps? Donc là, 30 minutes de cuisson. Ah, à 220 degrés. Ça va. C'est parti pour la dernière étape, la cuisson du Queen Almond. 30 minutes au four sont suffisantes afin d'obtenir un gâteau croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Donc vas-y, serre-toi. Ouais. Merci. Toujours aussi bon. Pour bien commencer une journée. Voilà, délicieux. Très 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 bon. Égal à lui-même. Merci. On en mangerait bien, nous aussi. je dis à Rose, j'adore ça. Elle me dit, bah évidemment que c'est bon. Il manquerait plus que ça soit dégueu. C'est vrai que bah oui, c'est de la pâte, du sucre et du beurre. Mais c'est hyper si bon. En plus, c'est pas bon. André, c'est un repas de fête, le kouign-amann, ou c'est un truc qu'on mange un peu au quotidien? Non, c'est d'abord une très grande tradition chez nous, le kouign-amann. Mais après, c'était plutôt festif quand même. Hein. Je croyais. Mais fut un temps, je croyais comprendre que c'était classique, le kouign-amann. Voilà. Non, je connaissais pas, mais c'est tellement bon. C'est tellement bon. Bon, merci beaucoup, Max. Une dernière petite question, très vite. Ah bah c'est pour vous, c'est pour toi et pour Rose, pardon. Qu'est-ce que le kikafars? Le quoi? Le kikafars. Ah, vous savez. Kikafar. Qu'est-ce que c'est? Alors là, j'imagine qu'il y a du sucre, du beurre. Ouais, ah ça. Non, pas du tout. La pâte. Non. Il y a plutôt du bœuf, du jarret de porc. C'est quoi? C'est une spécialité du Nord Finistère. Et c'est quoi? Il y a du porc. Il y a une question de mal, je prends pour les grosses têtes. Kikafars, déjà, ça veut dire en fait viande et phare. Voilà. Viande et phare. C'est originaire de à côté de Morlaix en fait. Bah, j'en fais parce que ma belle-mère en fait divinement bien. Et donc c'est comme un pot-au-feu. Bien Diane. À la base c'est comme un pot-au-feu, sauf qu'on fait cuire dans le bouillon en fait du pot-au-feu de phare. Donc ça va être dans un sac en fait, un gros sac. Dans un sac il va avoir en fait le phare blanc qui sera sucré. Et dans un autre sac, il y aura le phare noir qui sera à base de farine de sarrasin. Merci. Et quand on sert le kikafars, on sert tout le pot-au-feu et avec un petit peu de légumes. Et surtout, il y a le phare blanc qui sera tranché et le phare noir qui sera émietté. Et on sert surtout avec la sauce qu'on appelle le lipig, qui est une sauce à base de beurre et d'échalotes. C'est super bon. Pour ta peine, Max, tu vas recopier la recette. Il va recopier la recette et il va nous la mettre sur la page Facebook de l'émission. Chère Diane, on va se dire au revoir. Qu'as-tu prévu? Mais là, je te préviens, si tu m'as pas ramené une crêpe. Non, bah non. non, je suis super soft parce que tu as été relativement sympa aujourd'hui. Ouais. Donc tu fermes les yeux, tu ouvres la bouche. Non, mais tu ouvres pas les yeux, tu me promets. Ouais, je montre au public Rose, quand même. Si tu ris. Non, tu vas adorer. Vas-y, croque. Non, j'en ai marre. Ah non, c'est un piment, ça pique trop. Je peux pas faire ça. Non, c'est super bon, c'est doux. Vas-y, goûte. Non. Elle te fait passer à des piments. Après vous avoir dit qu'on se retrouve demain en direct. C'est des mini poivrons, c'est produit en Bretagne, c'est super bon. Moi, j'y vais. Hop, tiens, Diane. C'est délicieux. Demain, on se retrouve en direct à 14h30 pour parler avec Bruno Guillon de la région Centre. Je vous souhaite une belle journée sur Campagne TV. Merci, vous avez été super. Merci à tous. Merci beaucoup. Et la Bretagne, c'est un pays qu'on adore. Ciao à tous. À demain. Non, arrête. Salut.